Madame la Présidente. Vous êtes chez vous. Bonne rentrée à tous. La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Nathalie Roy, qui accueille les chefs de parti et tous les élus. Bonsoir à tous, bienvenue à 24-60. Et oui, c'est jour de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Et puis, sans surprise, vous l'avez entendu en titre, le coût de la vie, c'est le thème prédominant. Mais il préoccupe aussi pas mal de travailleurs du secteur public et parapublic, 420 000 dans le Front commun, 600 000 au total. Et les syndicats sont en négociation salariale depuis plusieurs mois avec le gouvernement. Je présente un tableau, là. Ils demandent une augmentation salariale de 21 sur 3 ans pour prendre compte de l'inflation. Mais le gouvernement Legault juge leur demande exorbitante et depuis décembre dernier, l'offre de Québec demeure inchangée, une augmentation de 9 sur 5 ans. Alors, c'est pour ça que certains disent que l'automne va être chaud. Le Front commun juge cette offre insultante même et laisse planer la menace d'une grève générale parce que hier, ça a été annoncé là, à plein canon là, que ce serait des votes qui commenceraient dès la semaine prochaine. Alors, l'automne, si l'automne est chaud, que fera le gouvernement Legault? Mon invité, celle qui détient avec un terme consacré la sacoche, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Vous me permettrez de prendre cette expression d'une de vos prédécesseurs, Monique Jérôme-Forget. Bonsoir, Mme Lebel. Bonsoir, Mme Dussault. L'écart est si grand que ça paraît insurmontable au moment où on se parle. L'est-il, selon vous? Bien, je pense qu'il faut prendre la peine de rectifier les chiffres, si vous me permettez, Mme Dussault. L'offre globale du gouvernement, c'est de 13 pour les années qui sont couvertes présentement par la discussion actuelle, la convention collective qui s'échelonnerait de 2023 à 2028. Donc, c'est sur 5 ans. Présentement, les prédictions inflationnistes sont de 11,7 sur ces 5 ans-là. Maintenant, c'est sûr que je suis d'accord qu'on doit continuer à discuter et c'est ça qui a été déposé par le gouvernement. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler d'offre insultante. Maintenant, est-ce qu'elle est suffisante? C'est toute la discussion qu'on doit avoir au table de négociation. Bon. Mais c'est important, j'ai dit, d'entrée de jeu, que j'aurai cette discussion-là sur les paramètres salariaux quand on aura été capable de voir de quelle façon on peut aussi adresser les priorités du gouvernement qui sont très claires, c'est-à-dire de revoir l'organisation du travail, principalement dans les deux grands réseaux là, en matière de santé et éducation. Parce que moi, mon souci, à travers les conventions collectives, Mme Dussault, c'est de donner à mes collègues en santé et en éducation, la capacité de rendre des services aux citoyens. Et ça doit passer également par les conventions collectives. Là. Bien évidemment. Alors, quand vous parlez du 13 je veux juste une petite précision. Je ne vais pas vous parler que de chiffres ce soir. C'est pas ça que les gens s'attendent de nous. Mais le 9 sur 5 ans, c'est qu'il y a 1 000 de forfaitaire, puis un 2,5 pour certains travailleurs. C'est ça qui Bien, il y a un 2,5 qui va servir. Tous les travailleurs ont une enveloppe. Bien, tous les travailleurs ont également une enveloppe, ce qu'on appelle une enveloppe sectorielle, qui est différente du 9 et du 1,5 Et dans ça, il y a toutes les conditions de travail importantes aussi pour les travailleurs, parce qu'on oublie souvent que dans le secteur public, les salaires, c'est une chose, mais toute la question des avantages sociaux qui ont une valeur monétaire quand on parle de la retraite, quand on parle des congés, quand on parle de la maladie, des congés de maladie, pardon. Et beaucoup de demandes syndicales, présentement, sont d'avoir beaucoup plus de congés. Donc, on voit que c'est important pour les travailleurs. Ça va être très difficile dans certains secteurs, mais ça fait partie de l'offre globale. Il faut en tenir compte. Vous savez comme moi qu'on vous a déjà reproché de faire ces offres-là au moment où vous-même, comme député, vous augmentez de 30 puis il y a 125 par jour de plus. Donc, il y a beaucoup de colère. Et quand vous parlez de bien servir la population en santé, en éducation, justement, on a annoncé que c'est le chat qui mord sa queue parce qu'une des raisons, notamment chez les infirmières, il n'y a pas de pénurie d'infirmières au Québec. Il y en a 3 000 qui vont faire l'examen, mais c'est l'exode. Pourquoi? Parce que les conditions de travail, l'environnement de travail n'y est pas, même si vous offrez des primes de fin de semaine. Et vous avez déjà dit non au ratio. Parce que les infirmières ne sont pas dans le Front commun, mais c'est un gros secteur. Bien, il y a une portion des infirmières qui sont dans le Front commun, mais la grande majorité, vous avez absolument raison, est représentée par la FIC, qui n'est pas dans le Front commun, avec qui on parle de toute façon également. Et on était très clair. L'enjeu qu'on a présentement, c'est qu'on n'est pas contre cette notion-là de rééquilibrer, si on veut, les patients, mais parce qu'au moment où on se parle à très court terme, un ratio, c'est impossible de l'appliquer. Là. Donc, il faut qu'on trouve, et on en a parlé d'ailleurs au sortir de la rencontre qu'on a eue avec la FIC dernièrement, avoir peut-être à donner une perspective, mais il faut que ces syndicats-là, que ce soit la FIC ou les autres syndicats qui participent au réseau de la santé, nous permettent aussi d'avoir une perspective. Il faut commencer à avoir un discours qui permet de rendre le réseau attractif et on a toute cette responsabilité-là. Plus on va attirer de monde,
plus moi, comme gouvernement, à l'intérieur des conventions collectives, je vais être capable de mettre en place des mesures qui vont donner un peu plus de souplesse aux employés, mais aussi aux gestionnaires pour être capable de maximiser le temps de travail des gens en place. Mais je suis très consciente de tout ça. Mais il faut être conscient de l'environnement dans lequel on vit également. Et si on ne demande qu'à court terme des mesures d'organisation du travail, parce que je suis d'accord avec vous, Mme Dussault, beaucoup me disent, que ce soit en santé ou en éducation, les salaires, c'est une chose, mais ça fait un temps. Ça fait un temps. Oui, il y a l'attrait est important. Et voilà. Et le quotidien de nos infirmières et de nos enseignants va les rattraper rapidement si on ne prend pas l'occasion et l'opportunité de régler ces enjeux-là. Il manque encore, je pense, 1000 enseignants en ce moment, au moment où on se parle. On y travaille. Oui, on y travaille. Donc, c'est ça. Oui. Alors, en tout cas, pour l'instant, les offres sont pas intéressantes pour les travailleurs. Cela dit, Mme Picard, hier, disait... Peut-être que les offres ne sont pas bonnes parce que c'est une majorité de femmes à qui on fait des offres. Je suis tellement déçue de Mme Picard d'avoir donné cette citation-là. Honnêtement, c'est une très grande déception pour moi parce que c'est tellement pas le cas. Dans la dernière négociation, la majorité des groupes qui ont été visés par les priorités gouvernementales, puis je rappellerai que dans la dernière négociation, sur 3 ans, les groupes des enseignants, des PAB, des éducatrices en CPE, des infirmières ont reçu les plus gros impacts d'augmentation salariale, de rémunération globale que tout le reste des autres secteurs. Et c'est des secteurs à prédominance féminine. Et maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est d'améliorer les conditions puis l'organisation de travail de ces gens-là qui sont des employés de soutien de l'éducation, les techniciennes spécialisées, les enseignantes, les infirmières, donc les PAB aussi qui font partie de l'équipe soins, de l'équipe classe. Donc, on est très préoccupés par cet environnement-là. Je vous avoue que j'étais très surprise puis très déçue parce que je pense que Mme Picard, c'est mieux que ça. Mais c'est assez inédit parce qu'il y a deux des... présidente de centrale syndicale du Front commun. Encore une fois, la FIC n'en fait pas partie, mais c'est des femmes, effectivement. Donc, est-ce que ça change le ton? Est-ce que on a vécu tellement de tensions dans le passé? Hein, on a vécu les années 70. Moi, j'ai couvert les années 80 quand René Lévesque a coupé de 20 Bien, les années 70, les plus vieux s'en rappellent, mais les leaders syndicaux en prison, là, c'est quelque chose. Alors, est-ce que votre stratégie, c'est d'aller jusqu'au bout? Non, mais d'aller jusqu'au bout, d'avoir des jours de grève, puis que ça va finir finalement avec soit une loi spéciale. Pourquoi pas régler les choses maintenant? Bien, il n'y a personne qui le souhaite. C'est pas opportun de faire une loi spéciale. Je pense que c'est très judicieux puis opportun de s'entendre avec ces groupes-là. On a réussi à le faire dans la dernière négociation. Tu sais, les gens s'en rappellent pas parce qu'elle est toute récente. Puis on a l'impression que depuis 2020, on est dans une grande vague unique de négociations. Mais on a quand même fermé les conventions collectives de la dernière vague. Et dans le secteur de l'éducation et de la santé, on a qualifié ces ententes-là d'historiques. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de faire la même chose. Donc, je vais mettre tous les efforts nécessaires pour y arriver. Mais les priorités gouvernementales sont très claires. D'ailleurs, il faut aussi que les syndicats fassent leur bout de chemin et élaguent leurs demandes. Là, on a de nombreuses demandes aux tables. Il faut quand même qu'on fasse des choix présentement pour être capable d'espérer arriver à une entente. Je vais vous donner un exemple parce que M. Legault, le gouvernement, M. Drainville, vous avez ouvert la chose. Même vous en avez parlé dans le passé, cet ajout d'aide à la classe, là, cette deuxième. Mme Senneville disait hier, dans l'entrevue partout, elle dit il ne veut rien entendre au terme, on ne peut même pas en parler de ça. Alors, elle prenait cet exemple-là, au fond, pour peut-être démontrer que ceux qui sont aux tables pour négocier n'ont pas ce qu'il faut pour négocier. Bien là, je comprends pas, parce qu'on a fait un dépôt avec des ajouts d'aide à la classe. On a mis de l'avant un nombre d'ajouts d'aide à la classe pour le primaire. On en parle aux tables. Ça fait partie des priorités gouvernementales que j'ai mis. Et on en parle. Et c'est même le Trésor qui est assis aux tables de négociation directement pour ce qui est tout dans ce qu'on appelait l'équipe classe, l'équipe soins. Alors, si Mme Senneville, on n'en parle pas à ces tables, bien, j'invite à venir me voir parce que moi, c'est pas le cas. Là. On a mis ça et c'est dans le dépôt gouvernemental qui a été fait dans le sectoriel. Tout comme les primes de rehaussement pour les cadres défavorables, pour les infirmières. On n'a jamais caché qu'on voulait pouvoir régler ces enjeux-là. Pouvez-vous nous donner un petit scoop, peut-être? Ça va être quoi la mesure ciblée pour les plus vulnérables dans le coût de la vie? Bien, écoutez, je ne peux pas le donner de coup tant qu'on n'aura pas décidé, mais c'est bien essayé. Très bien. Par contre, il y a eu un débat aujourd'hui, au jour de rentrée, sur Meta, Facebook et tout ça. Monsieur Legault avait l'air très, très préoccupé parce que 2 partis font de la publicité dans Jean Talon sur les médias sociaux. Mais moi, je vous retourne la question différemment. Vous êtes nombreux au gouvernement
à utiliser Facebook pour faire votre publicité gratuite, là. M. Legault, quand il répond à Gabriel Nadeau-Dubois, puis je vais vous montrer en fin de semaine, vous étiez à Saint-Tite avec votre collègue. Absolument. On va voir. On va vous voir, là. On va vous le montrer. Alors, est-ce que c'est pas une façon... Est-ce que c'est pas paradoxal? Vous voulez pas faire qu'on fasse de la publicité qui ne coûte pas très cher, probablement, sur Facebook, mais vous l'utilisez, les ministres, abondamment pour faire votre autopromotion. Est-ce qu'il y a tous les députés, d'ailleurs, de l'Assemblée Oui. nationale, c'est un des outils essentiels aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour aller rejoindre nos citoyens dans les comtés. Puis je pense qu'il faut faire la différence, Mme Dussault, entre payer pour pousser des messages sur Mais ces gens-là les réseaux sociaux. nuisent aux médias. Monsieur Legault, presque, il contourne les médias. Il ne va pas en entrevue, là. Il ne publie pas une lettre dans un journal. Il fait des entrevues, il Pas fait tant des que scrums ça. tous les matins. En tout cas, moi, je le vois souvent Il fait des entouré scrums, de oui, micros. mais, Là. il aurait pu écrire une lettre ouverte aux journaux. Il a choisi Facebook. Alors, Bien, tu sais, c'est est-ce encore que- aujourd'hui un moyen, mais je veux dire, je pense que, honnêtement, Mme Les Dussault, il principes, faut être concret et honnête là-dedans. Monsieur Legault a très souvent des micros des médias Oui, traditionnels c'est et ça. se sert de tous les outils pour Mais- communiquer avec ses citoyens. Je pense que, comme tous les députés, les 125 députés de l'Assemblée, par contre, la nuance, présentement, qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas payer pour pousser cette publicité-là pour aller rejoindre plus de gens. Et il y a QS et nous qui avons accepté de le faire, de ne pas le faire, pardon, pendant la campagne Parfait. électorale. Mais ça nuit quand même à l'information, vous en conviendrez. C'est sûr qu'il y a un enjeu de difficulté là, auquel il va falloir réfléchir. Oui, merci. Mais J'espère que vous avez passé un bon vivre avec festival. son temps aussi. J'espère que c'était le fun à Saint-Tite. Oui, c'est toujours très Très bien. agréable. Merci. Bonne Merci. soirée. L'enjeu numéro 1, c'est le coût de la vie. Le bouclier caquiste anti-inflation est plein de trous, c'est un échec. Si on ne s'attaque pas aux sources de ce phénomène-là, on va toujours être pris dans une logique à se demander est-ce qu'il faut encore émettre un chèque? Est-ce que le premier ministre, aujourd'hui, lui, peut se lever et dire aux Québécois, comme le dit son ministre des Finances, que son gouvernement, au fond, il en a fait assez pour aider les Québécois? On a, depuis le premier mandat, aidé beaucoup le portefeuille des Québécois. Alors, les chefs de l'opposition ont talonné le gouvernement sur la question du coût de la vie. Aujourd'hui, vous venez de l'entendre et la présidente a eu pas mal de fil à retordre. Elle s'est levée souvent. Alors, mes invités, Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral. Bonsoir, M. Tanguay. Bonsoir, Mme Dussault. Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire et co-porte-parole de Québec solidaire. Bonsoir, Gabriel Nadeau-Dubois. Bonsoir, Mme Et Dussault. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Je suis très heureuse de vous recevoir, comme je l'étais avec Mme Lebel. Alors, merci d'être avec nous pour marquer cette rentrée. Alors, écoutez, petit concept au début, là. En un mot, votre priorité des priorités. Je commence avec vous, M. Tanguay. Inflation. Aider les Québécois les plus vulnérables. Inflation. Gabriel Nadeau-Dubois. Je pense que tout le monde va s'entendre que c'est le coût de la vie. Ça coûte trop cher à vivre au Québec, puis il faut que le gouvernement soit là pour aider les gens. Et pour vous, Paul Saint-Pierre Plamondon. Agir sur le prix du panier d'épicerie et à la pompe, ce sont des cas de fixation des prix et c'est inacceptable. Alors, je dois comprendre qu'à l'unisson, vous allez vous lever chaque jour à l'Assemblée nationale et taper ce clou-là. Vous m'avez entendu avec Mme Lebel parler de... Parce qu'on dit qu'on va avoir un automne chaud, les négociations dans le secteur public. Qualifiez donc les positions des partis, offre ou demande, ou qui a raison, qui... Enfin, je vous laisse choisir. M. Tanguay, commandez-nous cette... Il est clair qu'il est très peu rassurant d'entendre le gouvernement déjà prendre pour acquis qu'on va avoir un automne chaud au Québec. Ça veut dire quoi? Il va y avoir des perturbations dans le système de santé encore plus que ce que l'on voit à l'aube de la 6e année caquiste. Alors, le gouvernement peut s'entendre. On s'entend sur une chose, Mme Dussault. Il est clair qu'il y a une capacité de payer des Québécoises et Québécois, mais nous sommes confiants, l'opposition officielle libérale, qu'on peut arriver à une entente gagnant-gagnant. Il y a certes la rémunération, mais il y a évidemment la charge de travail. Tantôt, j'entendais Mme Lebel parler des projets ratios. Elle dit aujourd'hui, projet ratio, c'est que nos infirmières aient un nombre humain de patients. Puis elle a dit qu'aujourd'hui, ce ne serait pas possible. Il y a 5 ans, ils ont refusé d'investir 1,2 milliard qui aurait grandement aidé notre réseau. Gabriel Et ils ne l'ont Nadeau-Dubois. pas fait. Mais moi, je comprends les travailleurs, les travailleuses dans nos hôpitaux, dans nos écoles, de se sentir un peu insultés, là. Il y a quelques mois à peine, les députés de la CAQ, en alliance avec les députés libéraux, se sont votés à eux-mêmes une augmentation de 30 %, une augmentation immédiate de leur salaire. On vient de signer une convention collective. En fait, le gouvernement vient de signer une convention avec les policiers de la SQ pour plus de 20 % d'augmentation. Et on n'offre même pas la moitié de ça, 9 %
aux femmes surtout et aux hommes aussi qui travaillent dans nos services publics. Moi, je les comprends. Alors, ce serait ces quoi? travailleurs, ces travailleuses-là, dont le salaire n'a pas suivi l'inflation, ils ont perdu du pouvoir d'achat. Il y en a qui sont endettés jusqu'au cou à cause des taux d'intérêt. Et là, ils entendent le premier ministre dire « c'est exagéré, on mettra plus d'argent sur la table ». Moi, je comprends pas, parce que si la priorité de François Legault, c'est d'agir sur le coût de la vie, bien, il y a l'occasion de le faire. Là. Il y a 600 000 personnes qui lui demandent des meilleurs salaires pour faire face à la crise de l'inflation. Paul Saint-Pierre Plamondon, vous, votre approche à ça? Bien, nos services publics sont en crise. Santé et éducation, ce sont des missions fondamentales et en cause l'attractivité de ces milieux-là. Moi, ce que je souhaite, c'est un traitement équitable de ces travailleurs-là. Et lorsqu'on a une offre de 9 sur 5 ans, je ne veux pas m'immiscer dans la négociation, je ne suis pas là pour en témoigner, mais on peut, à l'œil, comprendre que les travailleurs sont très fâchés de la situation, surtout si ça n'avance pas. Donc, on espère un traitement équitable. Puis oui, il y a le salaire que les élus se sont auto-octroyés, c'est gênant, mais il y a aussi une baisse d'impôts, des choix financiers. Il y a un moment donné, ces travailleurs-là méritent un traitement équitable et on va y veiller. Alors, que faites-vous de la capacité de payer? Justement, il y a eu des baisses d'impôts. Est-ce que vous le reprochez au gouvernement? Il y a eu des aides ponctuelles dans le passé. On pense à une aide ciblée. Où va-t-il prendre, ce gouvernement, cette capacité de payer qui fait face à 600 000 travailleurs de l'ensemble du secteur public et des municipalités qui demandent beaucoup d'argent? Marc Tanguay. Oui, mais écoutez, Mme Dussault, les solutions existent et les propositions, on en a fait, l'opposition officielle libérale, très clairement. Alors, il est incroyable, il est inconcevable, encore une fois, que l'on puisse payer, par exemple, la taxe de vente du Québec, qui est près de 10 sur des produits essentiels, qu'on paye également la taxe de vente du Québec sur nos comptes d'Hydro-Québec. Ça, lorsque l'on a des mesures ciblées qui touchent aussi les plus vulnérables, qui sont récurrentes, c'est bien mieux qu'un chèque, Mme Dussault, de 500 qui a coûté 6,7 milliards de dollars de fonds publics et qui est déjà dépensé. Ça prend des mesures ciblées pour les plus vulnérables. On a des solutions, mais le gouvernement Legault n'écoute pas là-dessus. Monsieur Nadeau-Dubois. Bien, la capacité de payer, Mme Dussault, on en parle toujours quand vient le temps d'aider les travailleurs-travailleuses. Quand vient le temps d'aider les gens au bas de l'échelle, là, on entend toujours les gouvernements nous dire « Ah, la capacité de payer, il faut faire attention ». Moi, j'aimerais ça qu'on parle de la capacité de payer de l'autre manière. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a la capacité de payer pour un système de santé où les gens quittent vers le privé parce que les conditions de travail ne sont pas assez bonnes? Est-ce qu'on a les moyens de payer pour un système d'éducation où il manque, on l'apprenait récemment, où il va bientôt manquer plus de 10 000 profs? Est-ce qu'on a la capacité de payer le fait que nos enfants n'aient pas un prof qualifié devant eux dans les classes? Moi, je pense qu'on n'a pas les moyens de se payer des services publics qui tombent en ruine. Et c'est ça qu'on a en ce moment au Québec. Parlons donc de ça. Parce que moi, je suis un peu tanné d'entendre la CAQ dire toujours que les gens de la classe moyenne puis en bas de l'échelle en demandent trop. Mais quand vient le temps de se payer des augmentations de salaire, bien là, il n'en manque pas d'argent. Je suis un peu tanné de ça. Paul Saint-Pierre Plamondon. La santé et l'éducation, ce sont des missions fondamentales de l'État. Donc, dans sa planification budgétaire, le gouvernement de la CAQ ne peut pas dire « j'ai eu de l'argent pour plusieurs choses, mais j'ai pas d'argent pour ma mission fondamentale ». Donc, je pense qu'il y a aussi de la tactique de négociation là-dedans quand la CAQ part avec une offre qui est très difficile à défendre, puis dit « j'ai plus d'argent, j'ai plus de capacité financière ». Tout ça fait partie du jeu des négociations. Je pense pas que c'est notre rôle de commenter chaque épisode, mais c'est notre rôle d'exiger que ces missions fondamentales-là soient mieux remplies qu'en ce moment, où est-ce que là, on cherche des adultes à l'école, parce qu'il en manque des milliers, puis des gens dont la vie est en jeu, dont la santé est en jeu, ne trouvent pas le soin qu'ils méritent d'avoir. Donc, c'est tellement fondamental que je ne pense pas que la CAQ peut maintenir très longtemps un discours d'absence de capacité financière à la lumière des autres choix qu'elle a faits. On est au cœur de pourquoi on paie des taxes et des impôts et on mérite que ces travailleurs-là soient rémunérés suffisamment pour que nos services fonctionnent. Et le gouvernement mise beaucoup sur l'économie, le développement de l'économie, économie verte, dit-il. Alors, il y a eu des grosses annonces dernièrement, il va en avoir d'autres, des investissements qui dépassent les milliards de dollars. Est-ce une voie à suivre, selon vous, pour le Québec, pour le développement du Québec?
Bien, pour le développement économique, Mme Dussault, il est important et on peut voir que le gouvernement a délaissé nos PME, nos petites et moyennes entreprises qui sont le cœur de notre économie au Québec. On voit que Pierre Fitzgibbon et François Legault courent toujours après des gros deals, si vous me permettez l'expression, et on voit que dans bien des cas, on se fait damer le pion par l'Ontario. Alors, il faut soutenir nos PME dans toutes les régions du Québec et il y a eu des mesures qui sont venues faire du tort, qui sont venues créer une pression additionnelle pour nos PME. Et aussi, Mme Dussault, vous allez m'entendre souvent le répéter, on ne peut pas se priver d'avoir un débat national sur notre avenir énergétique. C'est trop important et notre énergie est intimement liée à notre économie. Gabriel Nadeau-Dubois. À Québec solidaire, on y croit à la filière batterie. C'est une filière d'avenir. Il faut électrifier les transports du Québec. Et c'est vrai qu'on a des minéraux stratégiques qui doivent être mis à profit dans la transition énergétique. Par contre, la CAQ manque cruellement de transparence sur ce dossier-là. Combien de gaz à effet de serre est-ce que ces investissements-là vont nous permettre d'économiser? Ça, on ne nous le dit pas. Combien d'emplois exactement ça va créer et pour combien de temps? Et c'est quoi les contreparties qu'on exige de ces entreprises-là quand on leur signe des chèques ou qu'on leur donne des prêts pardonnables extrêmement généreux? L'argent là, que M. Legault annonce, que M. Fitzgibbon distribue aux grandes multinationales, c'est l'argent des Québécois, des Québécoises. Il faut plus de transparence parce que oui, c'est une filière d'avenir, mais on ne peut pas faire ça n'importe comment. Paul Saint-Pierre Plamondon. Je suis assez d'accord avec les propos de M. Nadeau-Dubois. J'ajouterais que le gros problème dans le virage ou le supposé virage vers une économie verte sous la CAQ, c'est qu'on mesure combien on dépense, mais on ne mesure pas les gaz à effet de serre et les résultats obtenus. Donc, ça crée des situations où est-ce qu'avec le Fonds vert, on encourage des entreprises de cannabis, puis des entreprises qui n'ont rien à voir avec un virage vers une économie plus verte, parce qu'on ne veut pas regarder de front le véritable objectif, qui est de se donner une économie qui est viable à long terme, qui respecte l'environnement. Puis moi, je pense que c'est ça le plus gros défi. Rendu à ce stade-ci, je ne prétendrai pas pouvoir convaincre la CAQ, mais à tout le moins, on va pouvoir demander des comptes, puis exercer une pression pour qu'on mesure véritablement pourquoi on fait ces investissements-là et quel est le retour sur le plan économique, certes, mais également sur le plan du virage environnemental qu'on doit prendre. Je ne vais pas finir notre entretien sans vous parler de deux enjeux qui ont surgi comme ça aujourd'hui, qui ont pris peut-être les devants sur le coût de la vie. Les publicités dans Jean Talon, sur Facebook et Meta. Vous m'avez entendu en parler à Mme Sonia Lebel. Vous, M. Saint-Pierre Plamondon, vous avez eu une tentative de motion là, qui n'a pas passé avec vos voisins. Là, ça n'a pas passé. Pour interdire la publicité. Québec solidaire et le Parti libéral du Québec ont voté contre une motion où est-ce qu'on se tiendrait ensemble droit debout contre un Meta qui ne respecte pas nos médias québécois. Oui, en même temps, vous avez envoyé sur X une blague. Vous avez photographié M. Zuckerberg avec vos adversaires. On la voit ici. Au fond, Mme Lebel, est-ce qu'elle n'avait pas raison en dire que tous les élus utilisent Facebook pour faire leur autopromotion, sachant que ces plateformes-là nuisent à l'information? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, Mme Dussault, c'est important. Nous avons pris la position cet été de cesser, évidemment, la publicité sur Meta. Là, il y a un enjeu démocratique. Oui. D'ici le 2 octobre, on doit rejoindre près de 47 000 électeurs électrices dans Jean Talon. Et après, nous allons revenir à la cessation du paiement. Ce que doit faire le gouvernement, et on le proposait déjà avec ma collègue Isabelle Melançon, députée de Verdun, il faut taxer les GAFAM. On peut le faire au Québec, le gouvernement ne le fait pas. Et surtout, les médias traditionnels, là, le gouvernement pourrait davantage les soutenir, notamment en payant de la publicité qui serait un service public. Rapidement, Gabriel Nadeau-Dubois, est-ce que les principes, ça vaut en dehors des campagnes électorales, mais quand il y a une campagne électorale, ça ne tient plus? Moi, je trouve ça très drôle, Mme Dussault, de voir le premier ministre aujourd'hui accuser Québec solidaire de ne pas jouer fair play, pardonnez l'anglicisme, dans Jean Talon, alors qu'on utilise les médias sociaux. Je veux dire, 90 des Québécois et des Québécoises sont sur ces plateformes-là. Le premier ministre a investi dans les dernières années des centaines de milliers de dollars sur les plateformes Facebook et Instagram. Et là, c'est lui qui décide de l'élection partielle, la date, le calendrier, la date du vote. Et là, parce que nous, on met quelques centaines de dollars sur une publication Facebook, tout d'un coup, c'est plus équitable. Franchement, Mme Dussault, là, c'est pas sérieux. Ce qu'il nous faut, c'est une vraie taxe sur les GAFAM pour financer les médias québécois de manière pérenne. On le propose depuis que ma collègue Catherine Dorion en a fait la proposition il y a des années. La CAQ ne l'a pas fait et aujourd'hui, ça devient la faute de Québec solidaire.
C'est pas très sérieux tout ça. Paul Saint-Pierre Plamondon. Tous les partis politiques au Québec ont fait front commun pour se dresser contre Meta en soutien à nos médias québécois. Et là, parce qu'il y a une partielle, puis certains partis veulent aller chercher quoi, 2-3 % de plus au moment du résultat parce qu'eux vont utiliser Meta, on brise ce front commun-là. Je trouve que c'est un manque de solidarité et on ne devrait pas piler sur ses principes puis sur une entente qu'on avait en commun. Simplement parce qu'il y a une partielle, je trouve ça déplorable. Au sujet que je veux aborder très rapidement, on va entendre M. Drainville sur les toilettes mixtes ou pas mixtes. Ça vient de l'Abitibi. On écoute ça rapidement, puis commentaire rapide de chacun. J'imagine la scène, là. Une jeune fille de 12, 13, 14 ans qui commence à avoir ses règles, par exemple, puis qui sort du cubicule, puis il y a des garçons à côté de 13, 14 ans qui la regardent. Imaginez la scène, là. Et moi, je vois beaucoup d'idéologie en provenance de la gauche radicale qui est imposée. Puis c'est là que j'ai un enjeu. Lorsqu'on impose des concepts, des manières de faire, des nouveaux programmes dans le système d'éducation sans aucun débat. Alors, rapidement, il reste à peine une petite minute. La commission parlementaire là-dessus ou pas? Rapidement, Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui soulèvent de véritables débats au niveau de notre système d'éducation. Je pense que les gens sont libres dans leur vie privée, mais quand on touche à l'éducation, à des enfants, ça soulève la question, est-ce qu'on enseigne ça ou pas, puis à quel âge on l'enseigne? Et on ferait mieux d'avoir des débats sereins dans une commission parlementaire que de traiter à la pièce et de médiatiser avec tous les médias sociaux. Là. Je pense qu'on devrait faire un travail sérieux et complet sur un certain nombre d'enjeux par rapport au système d'éducation. C'est un débat qui nous vient des États-Unis, qui nous vient des conservateurs. Caroline Dubois, il reste rapidement. Nous, notre priorité à Québec solidaire, c'est pas les toilettes, c'est le coût de la vie. C'est pas les enfants qui se questionnent sur leur identité de genre. Ils sont très peu nombreux et ils ont surtout besoin d'accompagnement psychologique et d'accompagnement médical. Notre priorité, c'est les enfants dans nos écoles qui ont le ventre vide. Il y en a 1 sur 5 dans les écoles du Québec qui souffrent d'insécurité alimentaire. C'est là-dessus qu'on va travailler. Marc Tanguay, en terminant. Encore une fois, commission parlementaire pour décider si on doit conserver des toilettes garçons et des toilettes filles distinctes. Nous, c'est très clair. On doit continuer à conserver, évidemment, des toilettes garçons et filles distinctes et faire confiance aux directions d'école lorsqu'il y a des demandes d'accommodement. Leur faire confiance, miser sur leur intelligence. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Écoutez, j'espère qu'on va remettre ça tous les trois. Vous étiez les bienvenus. Merci d'avoir été là. Et bonne rentrée. Pas scolaire, mais vous avez une présidente, en tout cas, qui s'est levée beaucoup aujourd'hui puis qui a dit adressez-vous à moi. Vous l'avez retenu, la leçon, là. Hein? Merci, Mme Dussault. Bonjour. Merci, Mme Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.